gouverneur de la région de Diourbel, messieurs les gouverneurs adjoints, messieurs les préfets, messieurs les sous-préfets, monsieur le représentant du président du conseil départemental de Bambey, monsieur le maire de Bambey, messieurs les autorités de l'armée, de la gendarmerie, de la police et des sapeurs-pompiers, messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, messieurs les vice-recteurs de l'université Alioune Diop de Bambey, monsieur le secrétaire général de l'université Alioune Diop, messieurs les directeurs d'UFR, mesdames, messieurs les directeurs centraux, messieurs les chefs de service du département, mesdames, messieurs les membres du personnel d'enseignement et de recherche et du personnel administratif, technique et de service, chères étudiantes, chers étudiants, honorables invités. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à monsieur le gouverneur de la région de Diourbel et l'ensemble des autorités qui nous ont fait l'honneur de venir partager avec nous cette cérémonie de levée des couleurs à l'université Alioune Diop de Bambey qui s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République. De par son caractère exceptionnel et sa dimension régionale rehaussant sa solennité, cette cérémonie de levée des couleurs restera gravée dans l'histoire de l'université Alioune Diop de Bambey. Je remercie aussi le personnel enseignant, le personnel administratif, technique et de service et les étudiants qui sont venus participer à cette importante cérémonie. Monsieur le gouverneur, la communauté universitaire de Bambey se réjouit du choix porté sur l'UADB pour organiser cette cérémonie régionale de levée des couleurs ce lundi 20 avril 2015, correspondant au mois de l'anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, plus connue sous le terme d'indépendance. Le choix de l'UADB n'est certainement pas un hasard, car comme vous le savez, la fête de l'indépendance est celle de l'armée et de la jeunesse. Et l'UADB a comme principale mission de former les jeunes, futurs cadres, civils, militaires et paramilitaires du Sénégal et même de l'Afrique. Notre université compte aujourd'hui 3200 étudiants, tous très jeunes, encadrés par un personnel enseignant et administratif relativement jeune, constitué au total de 52 membres, enseignants-chercheurs et membres du personnel administratif, technique et de service. Cette équipe, qui forme notre communauté universitaire, répartie entre le rectorat et 3 UFR, unités de formation et de recherche, travaille main dans la main dans l'objectif d'avoir le meilleur résultat de taux de réussite comparé au taux de réussite des autres universités sénégalaises. Et cet objectif est totalement atteint pour l'année universitaire 2013-2014 qui vient d'être bouclée, car le taux de réussite de l'UADB est de 75% et le taux de promotion 68%. Ces taux font partie des meilleurs en la matière dans le pays. Monsieur le gouverneur, nous vous remercions aussi de nous donner l'opportunité d'avoir des informations sur les grandes écoles de formation militaire grâce à la conférence que le commandant de la zone militaire va animer. Je salue le commandant Sarr et j'exprime aujourd'hui toute ma fierté car il fut mon étudiant à l'INSEPS de Dakar. Nos étudiants pourront certainement en tirer profit. J'encourage ces étudiants à se présenter au concours d'entrée à ces grandes écoles militaires en les préparant sérieusement et avec la ferme conviction de pouvoir réussir. Monsieur le gouverneur, honorables invités, suite aux instructions du président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, l'UADB organise le premier lundi de chaque mois la cérémonie de levée des couleurs. À cette occasion, en ma qualité de recteur de l'UADB, je présente un sujet d'intérêt civique et social dans une perspective de rappel à la conscience civique et administrative
à la conscience de service public. Cette décision, que je considère originale depuis notre prise de fonction en tant que recteur, est motivée par le fait que l'université soit, par définition, un haut lieu de réflexion, de formation, d'investissement intellectuel et humain et de service public. Ainsi, ce lundi 13 avril, à l'occasion de la levée des couleurs, j'ai attiré l'attention de la communauté de l'UADB sur l'impérieuse nécessité et la responsabilité pour nous d'assurer une formation de qualité de notre jeunesse. À ce propos, j'ai rappelé que 52% de la population sénégalaise est âgée de moins de 20 ans, que sur 100 000 demandeurs d'emploi, 78% sont des jeunes et 42% n'ont pas de qualification. Il faut noter aussi que 33% des demandeurs d'emploi sont issus de l'enseignement supérieur, posant l'importante question de l'adéquation entre la formation et l'emploi et la nécessité pour nous, universitaires, de professionnaliser les formations dans les établissements d'enseignement supérieur. Nous rappelons aussi que le taux de réussite au baccalauréat n'était que de 35% l'année dernière et que 70% des bacheliers sont issus des séries littéraires, d'où la nécessité de mener en amont de l'université des actions. J'attends de notre communauté universitaire, celle de l'UADB, des propositions, des solutions concrètes face à ces problèmes susmentionnés. Chers invités, je voudrais, avant de finir, remercier M. le gouverneur de Diourbel et l'ensemble de ses collaborateurs pour leur collaboration et leur appui de tous les jours et à toute occasion en faveur de l'université Alioune Diop de Bambey, de la région de Diourbel et de notre pays. Je suis sûr que notre communauté pourra toujours compter sur vous dans ce contexte de montée en puissance de notre université. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Je voudrais vous remercier d'abord pour cette belle cérémonie de ce matin, monsieur le recteur. Vous et l'ensemble du corps professoral, l'ensemble des étudiants, l'ensemble des membres de la communauté universitaire. Et je voudrais dire donc qu'on vous a choisi et vous avez fait honneur à votre rang. Nous voudrions vraiment vous dire que cette cérémonie est importante pour nous, pour ce que ça représente. Vous l'avez dit tantôt, le président a demandé que chaque lundi, premier lundi du mois, qu'on fasse une pareille cérémonie. Je ne savais pas que vous le faisiez donc à l'université. Pour nous, c'est une exigence de le faire donc au niveau des gouvernances, des préfectures et des sous-préfectures. C'est heureux d'entendre que vous le faites également au niveau de l'université. Mais nous avons pensé qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait donc faire ce geste-là également. Peut-être pas tous les premiers lundis, comme le premier lundi ça doit se faire la gouvernance, mais le faire dans les établissements scolaires, universitaires, les autres jours du mois. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi donc l'université Alioune Diop de Bambey. Pourquoi le choix de l'université Alioune Diop de Bambey? Pour pouvoir effectivement faire participer à ce que les sociologues appellent la socialisation et diffuser l'esprit civique par la socialisation. Ceux qui font sociologie ne me demanderont pas. Il y a un processus de formation de la conscience de l'homme, son intégration dans la société. Ce processus est appelé socialisation. Nous voulons donc, à travers ce processus, pouvoir intégrer donc, à la conscience de la personne donc, le sens du civisme, l'esprit citoyen. Nous le faisons pour les plus jeunes parce que nous pensons que c'est la matière la plus malléable, la plus facile à façonner. Mais nous pensons également qu'il faut le faire avec les gens adultes, ceux qui sont sortis peut-être des lycées déjà, ceux qui sont entrés dans la vie adulte, mais qui ont besoin également de poursuivre leur formation à la matière. Nous pensons qu'en travaillant avec les étudiants, on pourra espérer avoir plus de résultats dans ce que nous appelons nous autres sens civique, qui n'est qu'une autre manière de dire morale, une autre manière de dire discipline. Je dirais que le sens civique, c'est la discipline du citoyen. Nous voulons avoir des citoyens disciplinés qui respectent l'ordre, c'est important, mais qui respectent effectivement tout ce que exige la vie en société. J'ai l'habitude de dire ailleurs qu'on nous donne des choses à partager, on nous donne des moyens pour travailler. Il ne faudrait pas que certains s'en accaparent simplement. Il faudrait qu'ensemble, donc, pour les moyens qu'on reçoit, nous puissions obtenir l'action la meilleure pour la société.
Nous ne pouvons pas accepter, comme j'ai l'habitude de le dire aux plus jeunes, qu'on vous donne des moyens et que vous en usiez à titre personnel. Les moyens qu'on nous donne doivent être utilisés pour le bénéfice de tous. Mais également, il faut respecter le bien public. Ce qu'on donne, cette pelouse, c'est bien entretenu. Prenons ces arbres, c'est bien taillé. Mais ce qu'on doit faire, en principe, c'est ne pas effectivement avoir un usage abusif de cette pelouse, avoir un usage abusif donc, de ces paysages qu'on nous a donnés. On doit faire de telle sorte que, en tant que personne, en tant que ressortissant de l'université, j'allais dire, étudiant ou personnel administratif et technique, ou chercheur, faites de telle sorte de protéger cet environnement qui vous est donné. Donc il ne faut pas en avoir un usage abusif. Il faudrait pouvoir effectivement l'entretenir et l'utiliser correctement. Cela aussi participe du civisme. Mais ça va jusque dans la rue. Bien entretenir nos rues, ne pas trop mettre de désordre, ne pas trop salir. En tout cas, c'est également quelque chose qui relève du civisme. Donc c'est des exemples que nous donnons aux enfants. Mais nous attendons des étudiants un peu plus. Ça, le fait de pouvoir également diffuser donc, ces préceptes. Le fait de pouvoir diffuser cet enseignement. Le fait de pouvoir également user de leur temps, 6 minutes soit-il, pour aller vers les gens et apporter un plus. Ailleurs, on parle là donc de médecins sans blouse. Ailleurs, on parle là d'enseignants aux pieds nus. Mais il faudrait effectivement, tout cela requiert donc une participation de la personne. On parlera de volontariat. Cela requiert une participation de la personne. Un don de soi, quelque chose qu'on va faire pour sa communauté, quelque chose qu'on va faire pour sa société. Un plus qu'on va donner. On ne va pas s'attendre donc à dire que moi j'ai fait mon devoir, je m'en arrête là. Je suis étudiant, je suis chargé donc, je suis mes cours tranquillement à l'université, je m'en arrête là. Non, je suis étudiant, j'ai la possibilité d'aller enseigner durant les vacances, je le fais. Je suis étudiant en médecine, j'ai la possibilité d'aller consulter durant les vacances gratuitement, je le fais. Ce don citoyen-là qu'on fait, ça participe effectivement de l'éducation des autres. Et on attend cela aussi des étudiants. Certains vous diront que donc qu'il faut avoir une bonne conscience citoyenne. Vous diront qu'effectivement, il faut être expert et rouge, ce que disait Mao Tse-tung. Ça veut dire que donc, comme je disais tantôt, avoir la bonne conscience. Quand tu dis expert, c'est d'avoir la technicité. Rouge, c'est le sens politique. Nous, nous dirons simplement conscience citoyenne, sens civique. Je pense véritablement que cette université est une université d'excellence. Ce qu'on attend de l'étudiant, c'est d'abord d'être un bon étudiant, d'avoir de bons résultats scolaires. Mais nous espérons également que cette université sera un ferment, une école où l'on pourra apprendre effectivement les valeurs morales qui doivent structurer nos sociétés. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. L'autre dirait également, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense également qu'on ne peut pas simplement se dire que je vais me fortifier en devant un bon intellectuel, un bon expert. Il faudrait effectivement également qu'on ait une bonne conscience citoyenne, qu'on est capable de mettre au profit de la société, qu'on est capable de diffuser au sein de la société. Et nous pensons que ce geste, qui est symbolique, la levée des couleurs, c'est peut-être un étoffe qu'on fait monter. C'est une musique qu'on va peut-être mettre en chanter, mais je pense également que c'est quelque chose de symbolique. Plus que l'étoffe, plus que la musique, ce qu'on veut, c'est les valeurs, mettre en exergue les valeurs qui nous unissent. Et cela, je pense que donc, on a pu obtenir cela aujourd'hui. Et nous espérons que dans vos levées quotidiennes ou hebdomadaires ou mensuelles, donc de levée des couleurs, de cérémonies mensuelles de levée des couleurs, vous pourrez effectivement perpétuer ce geste-là et permettre que demain, ceux qui sortiront de cette université gardent cela en mémoire et l'est effectivement comme bréviaire dans l'ensemble de l'action. En tout cas, encore une fois, monsieur le recteur, je vous remercie beaucoup, vous et vos étudiants, vous et vos professeurs, vous et votre personnel administratif et technique. Et on espère pouvoir revenir l'année prochaine ou une autre fois dans cette université pour faire la même cérémonie et espérer que donc, les gerbes que nous allons semer ont grandi et ont donné effectivement beaucoup de fleurs. Merci beaucoup. Merci. De la Défense nationale avait décidé qu'une école de formation d'officiers devait être créée. Donc parce que les besoins croissants en officiers de nos armées ne permettaient plus de nous baser seulement sur nos partenaires stratégiques que sont la France ou bien les États-Unis qui nous offraient quelques places de formation par année. Il nous fallait un vivier beaucoup plus important. C'est pourquoi le Conseil supérieur de la Défense nationale a décidé de créer en fait l'école nationale des officiers d'actifs.
C'est en 1982, plus exactement le 4 janvier, que cela a été concrétisé. Nous avons eu notre école nationale des officiers d'actifs et depuis 33 ans, nous formons des officiers de différents pays africains. Donc comme vous voyez sur le premier slide, on a en fait 17 pays africains qui ont déjà eu à envoyer des officiers se faire former au niveau de l'école nationale des officiers d'actifs. Et cela fait un total aujourd'hui de plus de 700 officiers à travers le monde, à travers l'Afrique qui ont été formés au niveau de l'école nationale des officiers d'actifs. Et ce vœu de formation au niveau du Sénégal répond à ce qu'on appelle des traditions. Nous avons comme substrat les traditions sénégalaises. Parce que les officiers qui étaient formés autant étaient formés en France, aux États-Unis, au Maroc, à travers des substrats qui n'étaient pas des substrats africains. Donc le vœu de formation de cette école répond aussi au fait de se baser sur la cosmogonie, sur les traditions africaines pour former les officiers africains pour servir les armées africaines. C'est pourquoi nous avons pris tout un ensemble de symboles traditionnels du Sénégal, du Mali, etc. pour en fait renforcer les valeurs cardinales que les officiers qui sortent de cette école doivent en fait véhiculer. Comme le disait Mbaye Gana Kébé, le Djambar, quand vous entrez à l'ENOA, vous pourrez voir cette statue, c'est la statue du grand Djambar. C'est une grande statue que vous pouvez voir. Et Mbaye Gana Kébé disait tout simplement que nous sommes des hommes d'honneur et de serment. Nous ne reculons ni devant la salve nourrie, ni devant le lion rouge subi. Même quand tout tremble et s'écoule alentour, les Djambars sont là. Ils sont au premier rang, prêts à défendre la nation. Donc c'est ces valeurs cardinales que, tout simplement, nous essayons d'inculquer à nos élèves pour que vraiment ils puissent servir le Sénégal avec honneur et dignité. Nous sommes aussi héritiers d'une noble tradition où l'homme n'avait besoin que d'un fusil et d'une noix de cola pour s'en aller mourir au loin dans une folle chevauchée. Quand vous voyez cette citation-là de Léopold Sédar Senghor, poète président pour respecter sa mémoire, vous voyez qu'il y a des traditions de désintéressement qui doivent conduire en fait les officiers qui servent l'État. Nous devons être désintéressés, nous ne devons pas avoir besoin de quelque chose parce que nous devons être animés d'une seule vocation, c'est la vocation de servir. Il existe se servir, il existe sans servir, mais les officiers issus de l'ENOA doivent être animés de la vocation de servir le Sénégal. Présentation des forces armées, je vais suivre ce plan. Donc d'abord, je vais définir la politique de défense du Sénégal. Ensuite, je vais parler de la mission des forces armées sénégalaises, de l'organisation, donc sans geste, vous m'excusez, des offres de formation qui intéressent plus les étudiants, les universitaires. Et enfin, je vais terminer ma présentation par les profils de carrière qui sont offerts par les grandes écoles militaires. Comme on peut le constater, la première préoccupation de tout pays indépendant, c'est de se doter d'attributs de souveraineté. Et quand on parle d'attributs de souveraineté, on pense déjà au drapeau, on pense à l'hymne national et surtout on pense aussi à une force de défense ou bien à des forces armées qui permettent aux autorités suprêmes de pouvoir assurer l'intégrité d'un territoire national, donc garanti par l'État. Donc ça aussi, c'est une citation qui mérite une réflexion. Donc aussi longtemps qu'il existera des hommes sur terre et des États-nations, l'ennemi désignera son ennemi et la défense constituera toujours une priorité de l'homme et de l'État. C'est pour dire la priorité, l'intérêt de s'assurer une défense. Parce que comme on le dit, si on ne peut pas assurer sa défense, c'est d'autres forces qui vont venir le faire pour vous. Donc on l'a constaté dans la plupart des pays où l'État est en déliquescence. Donc c'est d'autres forces qui vont venir assurer l'intégrité et la souveraineté de ces États. Donc la politique de défense aussi est basée sur des fondements. Et parmi ces fondements, au plus haut sommet de la hiérarchie, nous avons le politique. Parce que comme on le dit, nous sommes dans une armée républicaine et nous sommes subordonnés aux politiques. D'ailleurs même, c'est ça qui justifie la présence du gouverneur aujourd'hui qui a présidé ce cérémonial. Donc ça veut dire que c'est lui le chef ici, c'est lui qui représente le président de la République.
Donc la politique de défense est toujours l'émanation d'une volonté politique qui tient compte des vulnérabilités, des menaces, des ressources des pays et des objectifs nationaux. Nous allons y revenir. Donc au sommet de la base légale qui fonde la politique de défense, nous avons la Constitution. C'est la Constitution qui détermine la politique de défense d'un pays. Il y a aussi l'environnement géostratégique que je vais développer. Donc à travers la Constitution, il y a certains aspects qui sont mentionnés, à savoir l'intangibilité, l'intégrité territoriale et l'unité nationale dans le respect des spécificités culturelles. Il y a aussi l'inaltérabilité de la souveraineté nationale, donc les libertés fondamentales, les droits du citoyen, l'état de droit, accès sans discrimination au pouvoir, etc. Maintenant, concernant l'environnement géostratégique, il faut savoir qu'il faut définir le contexte. Parce qu'actuellement, nous sommes dans un contexte où le pays est encerclé par une incertitude liée aux différentes menaces qui permettent de définir une politique de défense. Et parmi ces menaces actuellement, ce qui est en vogue, c'est quoi? C'est le terrorisme. Donc tout le monde parle de terrorisme, de Boko Haram, de El-Shabaab, de Al-Qaïda, ACMI, etc., Al-Mourabitout, etc. Et j'en passe. Donc c'est l'instabilité, c'est dans le souci d'éviter une instabilité dans un État qu'on définit une politique de défense, appelée communément la défense opérationnelle du territoire, la DOT. Donc ce qui m'amène à passer rapidement à la mission des forces armées sénégalaises. Donc pour définir cette mission, nous allons nous référer à la loi 70-23 du 6 juin 1970 qui définit la mission des forces armées sénégalaises. Donc cette mission c'est quoi? C'est assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toute forme d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie des populations. Elle pourvoit de même aux accords, alliances et traités internationaux. Ça veut dire que l'armée est chargée, donc sur ordre du Monsieur le Président de la République, d'assurer la souveraineté du Sénégal. Maintenant, à travers cette définition aussi, il y a une politique de rayonnement diplomatique qui s'opère, il y a une politique aussi de défense économique, etc. Maintenant, parlant de l'organisation des forces armées, quand vous entendrez parler des forces armées, il faut penser aux armées d'abord, parce que quand on parle des armées, il y a trois armées, c'est terre, air, mer. Ensuite, on pense aussi à la gendarmerie, qui est une force aussi militaire. Donc c'est des militaires avec une vocation spéciale, parce qu'ils font des missions de police. Il y a aussi la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Donc souvent, les gens pensent que les pompiers ne sont pas des militaires, mais effectivement, c'est des militaires qui sont mis pour emploi à la disposition du ministère de l'Intérieur. Mais ils sont d'abord militaires. Pour preuve même, le capitaine l'a dit tantôt, donc à l'ENOA, on peut sortir étant officier des sapeurs-pompiers, officier de la gendarmerie, officier de l'armée de terre, etc. Maintenant, pour l'organisation de la défense des forces armées, donc au sommet de la hiérarchie, nous retrouvons le président de la République. C'est lui le chef suprême des armées et qui a pour devoir et pour mission d'assurer l'intégrité du territoire national. Donc il dispose d'un état-major particulier, il dispose aussi du Conseil supérieur de défense, il dispose aussi d'une inspection, donc l'IGFA, c'est l'inspection générale des forces armées qui est chargée de vérifier l'application de la politique de défense du président de la République. Sur le plan institutionnel, donc au niveau du gouvernement, le ministère de tutelle des armées, c'est le ministère des forces armées. Donc ce ministère aussi dispose de directions qui sont rattachées à ce ministère. L'armée de l'air, c'est comme on l'a dit, c'est l'armée des airs. Donc là-bas, vous verrez des pilotes, des mécaniciens, etc. Ils ont pour vocation aussi de participer à la défense, de participer aussi au volet économique par les transports, etc., les secours et tout ça là. D'ailleurs même, il y a le plan de secours, comment ça s'appelle encore? Non. Oui, le plan Orsec, donc voilà, il participe, c'est une force qui participe globalement à ce plan aussi, donc d'où leur mérite. L'armée de mer, c'est souvent la population va parler de marine, mais l'appellation correcte c'est l'armée de mer pour le moment. Donc, au Sénégal, on ne parle pas de marine, dans certains pays,
vous entendrez parler de marine. Mais l'armée de mer aussi a pour vocation de participer à la défense de l'intégrité territoriale par des projections, la surveillance des côtes, etc. Donc là-bas, vous trouverez des officiers de marine. Tout à l'heure, je vais le décliner dans les profils de carré que je vais vous présenter. Donc, l'EMGA aussi dispose de direction de service et dispose aussi d'un commandement territorial qui est réparti à travers les 7 zones. Donc, Diourbel appartient à la zone, dans le découpage, à la zone militaire numéro 7. Donc, il y en a 7. Et la première zone, c'est Dakar, 2 Saint-Louis, 3 Kaolack, 4 Tamba, 5 Ziguinchor, 6 Kolda, 7 c'est Thiès. Donc, ça ne... c'est pas un découpage qui est calé sur le découpage administratif, bon, à savoir les 14 régions, mais une zone peut englober 2 ou 3 régions. Donc, et dans chaque zone, vous avez un colonel qui est le commandant de la zone et qui dispose à son niveau des bataillons qu'on appelle des bataillons territoriaux. Donc ça, c'est le premier échelon du commandant de zone. Ensuite, les bataillons de reconnaissance et d'appui. Quand vous entendrez parler de BERA, par exemple, vous partez à Saint-Louis, on va parler du 22e BERA. C'est le 22e bataillon de reconnaissance et d'appui. Donc c'est la réserve du commandant de zone. Donc en cas de menace, c'est le bataillon territorial qui vient en premier échelon pour repousser la menace, donc l'agression de cette partie du territoire. Ensuite, si ce bataillon est débordé, c'est la réserve zonale constituée par les BERA qui va venir. Et ensuite, en troisième échelon, il y a ce qu'on appelle les unités de réserve générale. Donc moi, j'appartiens à ces unités. Donc c'est des unités qui dépendent directement du président de la République, qui sont mis pour emploi au niveau du SEMGA. Donc c'est le bataillon de commando, c'est le bataillon de parachutistes et c'est le bataillon de blindés auquel j'appartiens. Il y a aussi le bataillon d'artillerie, le bataillon aussi du train qui est chargé de la mobilité des troupes. Maintenant, quand tout ça est dépassé, on ne le souhaite pas, on fait appel aux partenaires stratégiques, comme ça se passe un peu partout. Donc, mais ce n'est pas intégré dans la défense opérationnelle du territoire. Maintenant, au niveau de la gendarmerie aussi, c'est le Haut-Comgène qui commande la gendarmerie nationale et qui dispose aussi de son état-major, de la gendarmerie territoriale. La gendarmerie territoriale, c'est les gendarmes que vous voyez en permanence, c'est les compagnies, les brigades, etc. La gendarmerie mobile, c'est constitué par la LGI, c'est souvent les gendarmes que vous voyez pour faire du maintien de l'ordre. Ils disposent aussi d'écoles de gendarmerie, on va y revenir. Notamment actuellement au Sénégal, il y a l'école des officiers de gendarmerie, l'EOGN qui se trouve à Dakar, qui peut aussi intéresser les universitaires. Et il y a les services spécialisés. Donc je n'ai pas mis la Brigade nationale des sapeurs-pompiers parce qu'ils ne dépendent pas du ministère des Forces armées. Mais c'est une force qui appartient effectivement aux Forces armées. L'armée offre des possibilités de formation pour les universitaires. Donc pour les universitaires, il y a beaucoup d'écoles, que ce soit des écoles au plan national, il y a aussi des écoles sur le plan international, à travers aussi des accords de partenariat, donc le partenariat bilatéral, multilatéral, etc. Donc pour accéder aux écoles à l'étranger, donc il faut être titulaire du bac, ou bien du DEC, du DUES, duel, qui n'existe plus maintenant avec le système LMD. Le recrutement se fait à partir de la licence, donc licence 3. Donc c'est ça, pour aller à l'étranger. Et maintenant, comme école, ou bien comme pays, pour être officier et être formé à l'étranger, nous avons la France, le Maroc, l'Italie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Grèce, Mali, RCI, le Niger, Bénin, Burkina, Allemagne, Canada, bon, Italie, etc. Par exemple, le lieutenant là a été formé en Italie. Donc après 5 ans de formation, il est sorti comme lieutenant, il a été formé en Italie. Maintenant, pour les formations au niveau, sur le plan local, au niveau national, il y a le bac, donc les diplômes qui sont requis. Il y a le bac pour le cursus professionnel, mais ça n'intéresse pas les universitaires. Donc ça, c'est les militaires qui sont titulaires d'un CIA, après qui, avec le bac, peuvent faire une formation professionnelle et accéder au concours de l'ENOA avec le bac. Mais concernant les universitaires, pour le moment, donc pour cette année, le recrutement s'est fait avec le niveau de bac plus 2. Mais à partir de cette année, donc, nous allons aussi accorder nos violons avec le système LMD. Et le recrutement se fera avec le niveau 2, la licence. Donc à savoir l'ENOA, donc l'EOGN a déjà commencé, donc c'est ça.
Donc ils ont déjà commencé, c'est l'école de gendarmerie. Il y a aussi l'école militaire de santé qui se trouve à Dakar et qui forme les médecins. Je vais revenir sur ça. Donc rapidement ramassé, je vous présente les conditions d'admissibilité. Donc c'est des documents qui seront transmis aux représentants du recteur, donc pour une plus large diffusion. Mais sachez que les grandes écoles sont ouvertes pour suivre des cycles de formation, pour servir soit dans l'armée de terre, dans l'armée de mer, ou bien dans l'armée de l'air. Mais en grosso modo, pour y accéder, il faut être étudiant, donc titulaire d'un bac plus 2 minimum, ou bien voire bac plus 3, et pour les critères d'âge, donc il faut être âgé entre 21 ans et 24 ans. Opération, officier des opérations, officier énergie, officier propulsion, détection, télécom, artillerie, commando marin, etc. Vous entendrez souvent parler de Kofimako, donc c'est les commandos de la marine. Donc c'est des marins qui peuvent faire des missions de choc aussi, comme les militaires de l'armée de terre. Concernant maintenant l'école militaire de santé qui se trouve à Dakar, c'est une école qui a une vocation de former des médecins. Et parmi les spécialités qui sont offertes par ce cursus de formation, l'universitaire peut sortir comme médecin généraliste bien sûr, comme pharmacien, comme chirurgien dentaire, comme médecin vétérinaire, et il y a beaucoup de spécialistes, beaucoup de spécialités aussi qui sont offertes, mais après le cursus universitaire dédié à l'armée, parce qu'il y a une spécificité, parce que l'armée aussi forme ses cadres là-bas, et il y a des spécialisations qui sont offertes à l'issue de la formation universitaire. Donc ça se fait à l'hôpital principal, comme ça peut se faire aussi dans d'autres universités, au Sénégal comme à l'étranger. Donc voilà, en conclusion, je dirais que le Sénégal est un pays démocratique, engagé dans la poursuite d'objectifs de développement. Sa politique extérieure basée sur d'excellentes relations de bon voisinage et de partenariat, ainsi que ses ambitions de bonne gouvernance et de paix, font de lui un pays stable. Il dispose d'une force armée capable de garantir l'intégrité de son territoire et d'apporter son soutien au maintien ou au rétablissement de la paix. Donc je terminerai pour dire que républicaines, les forces armées se distinguent par leur professionnalisme, leur sens du devoir et leur esprit de sacrifice. Parce que c'est le seul métier, aussi il faut le dire, où vous le choisissez, vous êtes prêt à vous sacrifier pour la patrie. Donc il faut le faire jusqu'au sacrifice suprême. Donc les armées sont au service de la paix.